Alors, Boker Tov à tous. Parachat de la semaine, Parachat Vayeshev. Alors, les Ilui Nishmat, Chamous Ben Maïsa. C'est aujourd'hui. Ayom Shel Pikidato. Vet Mesaouda. Bat Esther. Et pour la Refoua Shelema de Yitzhak Ben Miriam, Shimon Ben Kouka, et également Yechia Ben Moshe, qu'Akadosh Baruch Hu leur amène une Refoua Shelema. Parachat Vayeshev, c'est une paracha qui est très difficile à aborder, car on va parler ici dans cette paracha d'un sujet qui est sur lequel il faut marcher sur des œufs pour y aller. C'est la vente évidemment de Yosef par ses frères. Même si on essaye à Alpi-Pshat, on comprend rien, Alpi-Drash, on comprend rien, et Alpi-Sod non plus on comprend rien, parce que on parle de tzadikim ici, de Shvatim, et la paracha va clairement nous dire que, la Torah nous dit clairement que il n'y avait pas de Rechaïm chez aucun des frères. Et Réhouven, et Shimon, et Lévi, tout ça c'est Gdolim, Gdolé Ador. Il faut comprendre à qui on a affaire ici. C'est vrai que souvent quand on lit, on a l'impression que c'est une histoire, un sipour, dans une famille, etc. Bon, entre des gens qui étaient un peu dans le Derech HaTorah. On ne parle pas de ça ici. Ici, les Gdolim dont on parle, c'est comme si maintenant on fait la même histoire et on remplace les noms par Rav Ovadia, Rav Shteiman, Rav Eliashiv, etc. C'est ça les frères. C'est les Gdolim de la génération. C'est les Gdolé Ador. Quand on voit maintenant, on lit les versets et on se rend compte qu'ils ont attrapé un des frères, ils l'ont jeté dans un puits comme un vaurien, quoi, et qu'ils l'ont limite expulsé de la famille. Alors c'est très difficile d'essayer de trouver d'essayer de trouver quelque chose à tirer de ça. Limite, on a envie de passer par-dessus et on passe à la paracha suivante et on laisse tomber. Alors nous, on va essayer Alpi Moussar ce matin, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire. Alors c'est marqué dans la paracha, au tout début de la paracha, que Yosef, il commençait à Vayave Yosef et Dibatam Ra'a et Laviem. Il rapportait des paroles négatives sur ses frères, des choses qu'il voyait, qu'il interprétait mal. Il faut savoir que tout ce que Yosef a rapporté en réalité sur les frères, il y avait à chaque fois une explication qui était logique. Bon, il aurait juste peut-être fallu qu'ils aillent se parler entre eux. Peut-être, je ne sais pas, ça aurait peut-être été plus simple. Apparemment, non. Yosef est parti le dire à Yaakov. Et le texte nous dit tout de suite derrière, Israël Aav et Yosef Mikol Banav, qui ben Zekunimulo, Veasalo Ketonet Passim. Et Israël, Yaakov Avinu, on nous dit qu'il aimait Yosef plus que tous les frères, parce que c'était le fils qu'il avait eu dans un âge avancé, et il lui a offert la fameuse tunique à Yosef. Et là, la paracha elle commence en faisant les problèmes. Vayeru Echav, qui Otoav Avihem Mikol Banav, Mikol Echav. Et les enfants, ils ont commencé à voir que leur père, il avait plus d'amour envers lui par rapport aux autres frères. Vaïs Neuoto. Et ils ont commencé à le haïr. Et il ne fait plus lui parler des shalom. Velo Yachelu Daberu les shalom. Il n'y avait plus de discussion possible dans la sérénité, dans la paix, etc. Ça, c'est avant les rêves. On est avant les rêves ici. D'accord? Yosef, il n'a rien raconté encore. Là, on parle juste d'une situation, des points de départ familial, où les frères se rendent compte qu'il y a une préférence envers Yosef. Ensuite, les rêves, ils commencent, et c'est marqué, Vayosifu Od, c'est notre. À cause des rêves, ils l'ont haï encore. Donc, la Sina, elle a augmenté de niveau avec les rêves. Bon, je vous passe les rêves, vous les connaissez. C'est quoi ces rêves? Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à nous? Tu veux te mettre au-dessus de nous, etc. Ok, donc il raconte les rêves. Et à la fin du premier rêve, il y a encore Vayosifu Od, Senoto. Et ils ont encore ajouté de la Sina. Donc 3 fois la Torah, elle va nous parler de la Sina, de la haine des frères, qui s'est développée petit à petit contre Yosef. Et après le deuxième rêve, à la fin du deuxième rêve sur les étoiles, etc., là-bas c'est marqué quoi? Vaikane Ubo Echav, et les frères ont commencé à le jalouser, cette fois-ci, Kin'a, d'accord? Et on voit que Yaakov Avinu, on ne nous dit pas qu'il le réprimande ou qu'il lui demande d'arrêter ou quoi que ce soit. Il y a marqué Shamar et Tadavar, parce qu'il a compris en réalité que derrière les rêves, il y avait une vision prophétique qui avait été donnée à Yosef. Yosef ne comprenait pas que c'était du roi HaKodesh, que c'était Hachem en réalité qui lui montrait des choses.
On sait que c'est juste des Issipourim comme ça qui rêvaient la nuit. Alors Yaakov Avinu qui connaît ça, connaît ce système-là, hein, parce qu'il a vécu ça à Moria, etc. Hachem lui a parlé plusieurs fois. Il connaît c'est quoi les signes. Alors il a Shamar, Shamar est à Davar. Il a laissé la chose où elle était en attendant qu'elle se réalise. Voilà, ça c'est le début de la paracha. Voilà au point de départ. Maintenant, on nous dit comme ça. Il y a un principe général qui est que l'homme, l'être humain, il est gouverné par ce qu'on appelle des régachot. C'est quoi des régachot? Régachot, ça veut dire des sentiments. D'accord? On a des sentiments. C'est nos sentiments en réalité qui vont déterminer ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va penser, etc. On a des régachot, d'accord, qu'on a à l'intérieur. Maintenant, le problème, c'est que parfois, nos régachot, elles ne sont pas positives. Elles peuvent nous entraîner à faire des choses négatives, ou des choses néfastes, ou des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire. Alors, qui c'est qui va venir à la rescousse de nos régachot? Les Baalé Moussar, ils disent. Quel est le garde-fou un petit peu, la tour de contrôle des régachot? Si tu laisses comme ça avec ses pulsions, il fait n'importe quoi. Alors, quelle est la tour de contrôle des régachot? Rachamim, ils disent, c'est le sechel, c'est le da'at de l'homme. D'accord? Quand il développe un minimum de raisonnement, de réflexion, alors oui, il a envie de faire ça. Ouais, j'aimerais bien faire comme ça. Bon, je me contrôle un petit peu. Le sechel, il va me faire dire, attends, mais si tu fais ça, il va se passer ça. Et la conséquence de ça, elle va aller là-bas. Donc finalement, je ne vais pas le faire. J'ai envie toujours de le faire. Je pas dit que j'ai pas envie. Mais j'ai vu que, bon, parce que d'écart, si je vais jusque là-bas, ça va me poser des problèmes. Alors, je laisse tomber. Le sechel, il est là justement pour un petit peu cadrer l'homme, lui donner des barrières, lui donner des frontières, et l'empêcher d'aller faire n'importe tout et n'importe quoi, et après de dire, ah, je regrette, et j'aurais pas dû, etc., etc. En général, quand on dit j'aurais pas dû, c'est que les régachotes ont tellement été rapides que le sechel, il n'a pas eu le temps de se mettre en route. Et la réaction, elle a été tellement soudaine, qu'après, on se dit, ah, voilà. Alors après, c'est des excuses habituelles. C'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais faire. Mes mots ont dépassé ma pensée. Toutes ces phrases-là, en réalité, c'est des vraies phrases. C'est vrai, c'est vrai. La phrase, elle est sortie. La phrase, elle est sortie pourquoi? C'est quoi les mots ont dépassé ma pensée? Bah oui, la pensée, c'était quelque chose qui aurait dû normalement être quoi? C'était ton date qui aurait dû te bloquer. Mais les mots, ils sont sortis. Voilà, j'avais envie de t'insulter, je t'ai insulté. Voilà, ça y est, c'est parti. Maintenant, après coup, je réfléchis. Et c'est vrai. Ouais, j'aurais pas dû t'insulter. Ah, le sechel, il ne s'est pas activé assez vite. D'accord? Mais dans la plupart du temps, le sechel, il nous permet ça. Il nous permet d'éviter, on va dire, 90% des problèmes. Seulement, les Baalé Moussar, ils nous disent, tout ça, c'est bien joli. Mais il y a un élément qui peut pulvériser le sechel. Ça veut dire qu'il y a les régachot, il y a le da'at. Donc là, on croit qu'on est bien, on est protégé. Rachamim dit qu'il y a un élément qui peut passer au-delà du da'at, et même si tu es l'homme le plus intelligent, le plus réfléchi, qui fait attention, qui fait des analyses sur tout, etc., tu peux te faire avoir dans 99% des situations. Hein? Non, c'est même pas lié de ça. Il y a quelque chose chez nous qui, malheureusement, quand c'est pas maîtrisé, d'accord, il éclate ton date. Même si tu es un homme ultra intelligent, tu étudies la Torah, tu étudies des shiurim, etc. C'est bien, tu as une bonne tête, c'est pas un imbécile de la rue. C'est quelqu'un qui a un métier, qui a une situation, etc. C'est pas un imbécile, c'est quelqu'un d'intelligent. Malgré tout, bam, il y a quelque chose qui va venir exploser ton date. Rachamim me disent, qu'est-ce qui peut prendre le pas sur le da'at? C'est tout simplement les midot ra'ot. D'accord? Les midot ra'ot de quelqu'un, si on ne fait pas attention à sa gava, à son kavod, à sa kin'a, etc., ce sont des éléments, même si tu es très intelligent, même si tu es réfléchi dans toutes les situations, tu as un kavod, tu es quelqu'un qui est bas le kavod. Tu aimes qu'on te fasse du kavod tout le temps. Voilà. Qu'on te parle avec kavod, qu'on te donne la chaise quand tu arrives quelque part, qu'on te t'applaudisse, etc. Tu aimes bien ça. Okay? Dès qu'on ne va pas te faire ça, tu vas t'énerver. Et tu sais qu'en t'énervant, ça va poser des problèmes derrière. Voilà, je peux pas, j'arrive pas. Le kavod, pourtant le da'at, il te dit, calme-toi, qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? À un moment, le da'at, il devrait te calmer ici. Non, ça calme pas. Pourquoi? Parce que la mida ra'a, elle est tellement forte, tellement ancrée, qu'en réalité, elle casse complètement la notion de réflexion. Et des fois, on essaie de raisonner quelqu'un. On essaie de raisonner quelqu'un. Ce qu'on lui dit, il le sait.
C'est des choses simples des fois. Mais non, fais pas comme ci, fais pas comme ça, là tu t'élèves pour rien, etc. Mais l'intériorité de la mida, elle est tellement puissante qu'il ne peut pas s'en échapper. Alors Chachamim, il dit, ça, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, par exemple, que le Yetzer Hara, pour attraper l'homme, dans les situations, ne travaille que sur les midot. Pas les moussards, le Yetzer Hara, en réalité. Quand il veut te faire transgresser ça, ou Shabbat, machin, etc. Pourquoi il agit? Comment il travaille avec l'homme? D'abord, comment il fait? Il va voir l'homme, il se rapproche de lui, et il voit comment il va travailler avec lui. Tiens, qu'est-ce qu'il a lui? Lui, c'est Kina, je travaille avec Kina. Lui, c'est Gava, je travaille avec Gava. Lui, c'est Kavod, je travaille avec Kavod. Il regarde les kelim qu'il a dans les mains. Et avec chaque personne, il va travailler différemment. Mais avec quelle porte d'entrée? Quelle est la porte d'entrée qu'il utilise pour nous faire chuter? C'est uniquement les midot que l'on a. Donc, moins on lui laisse d'opportunités, et plus on se protège. Ce qui veut dire que quoi? Que même si on travaille sa réflexion, même si on travaille son da'ad pour se sauver de telle ou telle situation, on se rend compte que quoi? Que c'est insuffisant. Parce que tu peux avoir des beaux discours, des beaux raisonnements, des belles paroles, des belles idéologies, philosophies, tout ce que tu veux dans la vie. Magnifique quand on t'entend parler dans un débat à table, etc. Tout bien fait, tout est comme du papier à musique, etc. Nickel. Et puis, Tom, le lendemain, on te voit dans la situation que toi-même tu as décrit et tu exploses. Comment c'est possible? Pourtant, toi-même tu as décrit la situation, comment il fallait réagir. Parce que tu as oublié un élément. Et l'élément de midot, de ne pas travailler dessus, ou en tout cas de ne pas avoir connaissance de ces midot, sur lesquels il faut travailler, ça, c'est un vrai problème que l'homme il a. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer. On arrive au niveau des frères, et on nous dit que on a affaire à des tzadikim. Et ces tzadikim là, ça veut dire quoi? On ne parle pas de gens de la rue, on a dit. On parle à des gens qui avaient date Torah, c'était des gdolim de la Torah. Maintenant, il faut comprendre. Quand ils ont fait le jugement des frères, d'accord? Comment ils ont fait ce jugement des frères? Alors on nous dit comme ça. Ils se sont réunis. On va y arriver. Ils se sont réunis. Il faut comprendre maintenant que les frères, c'est quoi ici là? On a affaire à quoi? On a affaire à qui? Achamim, il dit c'était 9. 9 Av Beddin. C'est quoi un Av Beddin dans la Torah? Combien il y en a normalement dans le Ham Israël de Av Beddin? Combien il y en a normalement? Il y en a un normalement. Il y a le Nassi et le Av Beddin. D'accord? Il y a le Nassi, c'est le président du Ham Israël, c'est le dirigeant, le guillemets spirituel. Et il y a un Av Beddin, d'accord, qui est le summum au niveau Chokhmah pour juger les lois, etc. Achamim, ils disent, les frères, c'est qui des frères? C'est 9 Av Beddin. D'accord? Il n'y en a pas un, il y en a 9. Et chacun, il a donné sa réflexion sur Yosef. Chacun, il avait droit à la parole. Réhouven, qu'est-ce que tu penses? Shimon, qu'est-ce que tu penses? Lévi, Yehuda, Issachar, Zévoulou, tous ils ont parlé. Tous ils ont donné une réflexion. Achamim, ils disent dans le Midrash, tous ils sont arrivés à la Maskana, tous, les 9, Yosef ou Rodef. Yosef, c'est quelqu'un qui a une dîme de Rodef. C'est quoi un dîme de Rodef? Un dîme de Rodef, c'est quelqu'un qui veut poursuivre les autres pour les tuer. D'accord? C'est un assassin. C'est un assassin en puissance. Quelle est la loi du Rodef? Hayav Mita. Reuven, qu'est-ce que tu penses? Rodef. Shimon, Rodef. Lévi, Rodef. Tous comme ça. Tous le même dîme. A priori, si les 9, ils arrivent à la même masse, ils ne se sont pas influencés les uns les autres. Hein. Attention, il n'y a pas un qui a dit ah parce que mon frère il a dit comme ça, alors moi j'ai comme lui, et ma pitome, ils n'en ont rien à faire les frères. D'accord? Les frères ils sont tous au même niveau, pas parce que Yehuda il dit comme ça, que Issachar va dire comme ça, etc. Tous ils ont une mahala en personnel. Ils ont tous dit que Yosef, il fallait l'éliminer. On ne peut pas juger quelqu'un avant qu'il n'ait fait un acte. Parce qu'il a une ça s'appelle le din de Rodef. C'est ça. C'est le din de Rodef. Oui, c'est ça, c'est le din de Rodef. C'est quelqu'un qui montre des signes où il veut tuer les autres, se rebeller contre les autres. C'est pour ça qu'il leur dit dans la paracha, Amalor timloch alenu. Quoi, tu veux devenir roi sur nous? Parce qu'en gros, tu veux nous remplacer, tu veux prendre notre place, etc. Ça s'appelle le din de Rodef. C'est ça le din de Rodef. De la légitime défense. Non, ouais, si vous voulez préférer. Oui. On va être en danger. On va être en danger dans quelques temps. On le sait, c'est badaï. Tout le monde a déterminé que finalement cette personne-là elle est dangereuse. Qu'est-ce qu'il faut faire? On l'élimine. Chayav bita. Maintenant, on nous dit comme ça. Tout ça, c'est très bien. Mais devant eux, c'est des juges donc. Devant eux, le coupable en question, c'est leur frère. D'accord? Eux, c'est des juges. Mais le coupable, là, qui viennent tous de dire Rodef. Ouais. Maintenant, le coupable, c'est votre frère. Alors on nous dit comme ça. Mais les frères, ils ont eu un énorme niveau, très très grand niveau. C'est quoi? Ils ont réussi à passer outre leurs sentiments envers leur frère. Un sentiment naturel. C'était leur frère. Ils le connaissent depuis 17 ans. Ouais. Ils auraient pu se dire au moment du dîner, bon,
il a un din de Rodef, il est Chayav Mita, tout ce que tu veux, mais bon, c'est Yosef quand même, c'est notre frère. Alors, on va le juger, on va pas le condamner. Voilà, le jugement, il est là, maintenant, Kachem, il se débrouille avec lui. Tu aurais pu faire ça, oui. Non, on nous dit, les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leurs sentiments de côté. C'est très dur de faire ça. Ils ont mis leurs sentiments de côté. Ils ont dit, même si c'est notre frère, et même si on aime notre frère, eh ben, nous, on juge avec quoi? Avec Da'at Torah. Et la Torah nous dit clairement ici, par A plus B, que celui-là, c'est un bandit et il faut l'éliminer. Les Khamim, ils disent, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait, les frères. Parce que la vérité, nous, on se met à la place des frères, même si on était arrivé à la date de tuer le frère, etc. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Bon, je vais pas aller jusque-là, quoi. Au final, c'est mon frère, je vais laisser tomber. Non, on nous dit les frères, ils ont tenu bon, et ils ont dit, on va l'éliminer, ça y est, c'est acté. Et personne ne nous en voudra. Au moins, ils ont eu de mauvaises méthodes. Et avant, ils avaient de la haine. Justement, on va arriver. Maintenant, on nous dit comme ça. Jusque-là, les frères, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Chachamim, ils disent. Là, jusque-là, on les applaudit, les frères. On les applaudit en réalité, les frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi un din que personne n'aurait pu réussir. Maintenant, il faut savoir un truc. Que si nous, maintenant, on avait assisté à ce din, nous, qu'est-ce qu'on aurait dit aux frères? Non, ça se fait pas. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, incroyable. Quel dayanim de folie. Exceptionnel d'arriver à un tel niveau que le jugement, il est là, et ils font pas fi des sentiments, et ils condamnent quand même la personne. C'est dur de faire ça. C'est-à-dire que nous, dans la Torah, on a beaucoup de cas où quelqu'un ne peut pas témoigner, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il est Noga Badava, parce que c'est son frère, parce que, hein? Voilà, ou jugé, etc. Ben, badaï, bien sûr, badaï. Pourquoi? Parce qu'on te dit, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour juger? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui est incompatible ici. Alors, Chachamim, ils disent. Est-ce que maintenant, peut-être, on va dire comme ça, ils ont jugé, ils ont dit que Yosef devait être tué, mais peut-être qu'au fond d'eux, ils savent peut-être qu'ils auraient peut-être dû épargner Yosef, et qu'ils le font peut-être malgré eux. Alors Chachamim disent, même ça on ne peut pas dire. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit clairement derrière, qu'une fois qu'ils ont jugé Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Ouda. Lechem lechol. Ils sont assis, ils ont commencé à manger, ils ont commencé à boire. C'est Ouda. L'autre il est dans le puits là-bas, là, en train de hurler. Et toi, tu fais Séouda? Les Khamim disent qu'un juge qui a bien jugé et qui est sûr de lui quand il sort d'un tribunal, les Khamim disent qu'est-ce qui l'anime? La sérénité. Il est serein, même s'il a condamné quelqu'un, mais s'il l'a fait avec Da'at Torah et qu'il est sûr de lui, quand il sort du tribunal, comment il est le Dayan? Il est serein. Même si maintenant le type il pleure derrière le tribunal, oui, il m'avait condamné, machin, etc. Moi, putain, que je te dis. Moi, Da'at Torah, c'est comme ça. Comme on le dit par exemple avec David Ameller. David Ameller, des fois, il y a une almana, elle venait, une veuve, etc. Il voit le cas. Chayav, Chayavet, qu'est-ce que je te dis? Chayavet. Et elle pleure. Ça le fait bouger, David? Moi, non, ça ne me fait pas bouger. Pourquoi? Mais c'est la Pitora. T'es content, t'es pas content, tu pleures pas, ça va pas me faire bouger le din. Chachamim, ils disent, après le din, tu veux jouer le chesed, la compassion, l'entraide, etc. Ça c'est une autre souga. Mais pendant le din, Ani Dayan, le Dayan, qu'est-ce qu'il dit? Chayav. On nous dit David Ameller qui jugeait les gens. Il dit Chayav de payer. Il dit mais j'ai pas pour payer. Il dit paye, mais j'ai pas. Chayav de payer. Point barre. Voilà ici, payer. Le type il est en panique. Qu'est-ce qu'il faisait David? Il attendait qu'il sorte du tribunal. Il venait avec de l'argent. Il dit bon maintenant tiens va payer ta dette. Qu'est-ce qu'il fait David là? Chesed. Là, je suis plus Dayan, je suis le Bar Chesed, je suis le petit juif de Yerushalayim, je fais Chesed avec toi. Et pourquoi tu m'as pas alors pas condamné? Fallait ne pas me condamner. Non, ne pas te condamner, je peux pas. Pourquoi? C'est la Torah. La Torah, elle te demande d'être condamné. Chachamim me disent que Rabbi Chaim de Vologine, il dit comme ça, que la condamnation d'un homme au Beddin, c'est lui rendre service. Quand on condamne quelqu'un, on lui rend service en réalité. Pourquoi? On les met à quel auto? On est en train de réparer. Mais le soustraire au din, comment il appelle ça, Rabbi Chaim de Vologine? Il dit c'est Arzariout, c'est la cruauté que tu es en train de lui faire. Pourquoi? Parce que tu lui arranges pas. Tu demandes au Dayan, non mais s'il vous plaît, non mais j'ai compris que c'est fini, mais s'il vous plaît, bon allez ça passe. Ah nous on est content, ah c'est bien. Et là où comment c'est Bachamaï? Mais non, pourquoi ça passe? Ça passe pas. Tu l'as pas rendu service en faisant ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réparé le problème qu'il a fait. C'est ça la Achariout des Dayanim. Dayanim ils sont là pour que la chose qui a été faite, elle doit être metoukan, elle doit être arrangée. Il n'y a pas de faire jouer le pauvre et attends, mais il ne savait pas, et peut-être.
quoi, c'est une blague. Ici, chayav, tu payes, c'est tout. Après, il ne peut pas payer, c'est son problème, on va l'aider, on va le faire un travail, etc. Peu importe. Mais au niveau du din, c'est rendre service à quelqu'un, d'être condamné. C'est pour ça que quelqu'un maintenant, on le tire au bedin, je viens pas. Tu viens pas, mais c'est sur toi le problème. Parce que peut-être que là-bas, même si on va te condamner, c'est à toi que ça rend service la condamnation. Non, je ne veux pas lui rendre l'argent à l'autre. Oui, ben, on a bien compris. Mais le problème, il n'est pas chez lui en réalité. Lui, il a perdu de l'argent. Ok, mais toi, parce que même, il y a une accusation sur toi. Donc la chose, il faut l'arranger. Donc Alou Bedin, ce n'est pas une tare en réalité. C'est quoi? C'est bracha. Hachem, il a créé un système qui te permet, Baharetz, ici sur terre, d'arranger les choses et de ne pas les laisser comme ça en suspens. C'est important. Et il y a des choses qu'on peut juger Bédin Adam, des choses qui ne se jugent pas Bédin Adam. Les choses, c'est bidé Shamaïm. Alors tout ce qui peut se juger Bédin Adam entre les hommes, alors il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. C'est quoi? Ah, pour se défendre. Ouais. La vérité, le ouais. Le Midra... parler, pourquoi il n'a pas parlé? Qu'est-ce qu'il dit le coupable? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le coupable? Ils savent, peut-être pas. La vérité, on voit pas de discussion. Non, on voit pas de discussion les frères avec Yosef. On voit que dès qu'il arrive là-bas à Dotan, il l'attrape, il le met dans un sac, il le jette dans un puits, et lui il comprend pas. Il dit, Kara, qu'est-ce qui se passe? Non, ça y est, on a fait le deal. Ça y est, c'est fini. Rodef, c'est même marqué dans le Midrash que Shimon, il a pris une pierre et il a jeté sur la tête de Yosef, dans le puits, pour le tuer. Pourquoi? Parce que c'est marqué là-bas dans une Gemara, mais ça perd la Shonara, Hayev Mita. Tout celui qui parle la Shonara, il est Hayev Mita. Alors Shimon, il a dit, je prends une pierre et je vais balancer sur Yosef. Bon, Hachem, il a détourné la pierre et Yosef, il n'a pas été touché. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas, hein, ils n'ont même pas laissé à Yosef la possibilité de s'exprimer, de s'expliquer, etc. Pour eux, c'était vadaï. C'est pour ça que je vous dis ici que quand on lit jusqu'à présent le Sibour, les frères, ils sont sûrs d'eux. Il n'y a pas s'il y avait un soupçon de doute, d'accord, un millimètre de doute, c'est que Dolim là, ils n'auraient rien fait du tout. S'ils se sont laissés aller jusque-là, c'est que pour eux, le Midrash il dit comme ça, Yosef, c'est Esav. Vous comprenez? Ils disent que dans chaque famille, il y avait un rachat. Abraham, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Yaakov, il a eu Yosef. C'est tout. Il y a un qui doit sortir de la famille. À chaque famille, il y en a un qui doit sortir. Ici, c'est qui? Qui c'est qui joue le rôle de Yosef? Le rôle de Esav? C'est Yosef. Et en plus, il le voyait avec des attitudes très différentes par rapport aux autres. Il faisait très attention, on nous dit dans le Midrash, à son apparence. Bon, ça, c'est des trucs un peu Midatasot, c'est-à-dire par rapport au sot, pourquoi il faisait ça, etc. Mais ça rangeait les cheveux, etc. Les frères, ils disaient, c'est bizarre, il n'est pas comme nous celui-là. Il fait des choses qui ne sont pas logiques. Tu devrais t'occuper plutôt de choses de Torah, etc. Et ça rangeait les cheveux, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est des attitudes qui ont interpellé. Oui, parce qu'il voulait pas avoir de sang. Il a dit laissez-le comme ça, je vais partir et je vais revenir. Il y en a un autre après qui a un peu changé d'avis. C'est qui? C'est Yehuda. Parce que même Yehuda, après, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va leur dire? Bon, qu'est-ce qu'on va gagner avec le sang de Yosef? Qu'est-ce qu'on va gagner? Allez, venez, on change un peu le plan. Et quoi? Au lieu de le tuer Beyadenu avec nos mains, alors venez, juste on le vend. Juste on le vend et on verra ce qui arrive. Ça, c'est vers la fin, quand on se rend compte que les soupçons, ils commencent à arriver. Mais là, je suis au début du dîner. D'accord? Je suis au moment de faire le jugement, au moment de faire le dîner. D'accord? C'est après que ça va commencer un petit peu à s'effilocher. Réhouven d'un côté, Yehuda de l'autre, etc. Ça, c'est Bézat Hachem demain matin. Mais là, pour l'instant. Parce que n'est pas là. Bah ouais, mais c'est pas vrai. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous, quand on lit la paracha, on dit que les frères, ils sont fous. Voilà, mais il ne faut pas dire ça. C'est surtout pas ça qu'il faut commencer quand on lit cette paracha. C'est pour ça que j'ai bien commencé au départ avec une intro, pour bien faire comprendre à qui on parle ici. On parle des Shvatim, on parle des Gdoléador, on parle de Tzadikim. Ce n'est pas des bandits de la rue qui ont mal jugé quelque chose, des Dayanim corrompus, etc. Et on a l'impression que c'est un sipour comme ça, on le lit comme ça. Non, c'est pour ça qu'on remet les choses à leur place. Et les moussards, ils veulent te dire, fais attention à qui tu parles. Attention à la manière dont tu vas dire, ouais, Réhouven, c'est ceci, Shimon, c'est un tordu, et Yehuda, c'est un fou, etc. Calme-toi, hein, d'accord? Yehuda, c'est Kodesh Kodashim. Yehuda, c'est l'ascendant du Mashiach. Lévi, c'est l'ascendant des Kohanim. Donc, calme. Quand tu parles, il faut parler avec seulement la Torah. Hein, elle a mis en exergue des choses pour nous donner à nous la possibilité de quoi? D'apprendre. C'est tout. C'est la médotano. C'est pour que nous, on apprenne des choses. De qui? Des grands. Si déjà on apprend des choses des grands, alors nous aussi, ça va nous donner du moussard.
La Torah, elle n'a rien caché. La Torah, elle n'a pas voulu mettre sous le tapis des choses. Elle n'a pas fait une histoire idyllique depuis Adam Arishon, que l'homme, c'est l'homme parfait, que tout ce qu'il fait, c'est bien, et que tout ce qu'il dit, c'est bien, et il se trompe jamais. Pas du tout. La Torah, elle commence, elle dit Adam et Chava, ils sont plantés. Après, elle continue, elle dit Caïn, il a tué Evel. Après, celui-là, il n'aimait pas celui-là. Celui-là, il voulait tuer celui-là. C'est ça l'histoire de l'humanité? Mais sous le tapis. Et dis-moi, Adam Arishon, il aimait tout le monde, il aimait Hachem, et c'est bien, c'est une belle histoire. Non, la Torah, elle n'a pas honte. Elle dit là, il s'est trompé. Celui-là, il s'est trompé. La Torah a dit plusieurs fois qu'Avraham Avinu, il s'est trompé. Avraham Avinu, non. Ouais, on dit Avraham. Ramban, plusieurs fois, il dit là, ici, il n'aurait pas dû faire ça. Là, il n'aurait pas dû faire comme ça. C'est tout. Yitzhak aussi, Jacob aussi, tout le monde se trompe, il n'y a pas de problème. Aval, est-ce qu'ils se trompent en restant dans leur madriga de Talmid Chacham ou de Tzadikim? Ken, il ne faut pas leur enlever ça. C'est pas parce qu'il y a une erreur quelque part qu'on a mis le doigt sur quelque chose qu'il faut leur enlever toute la madriga de qui on parle. D'accord? Et c'est pour nous dire que quoi? Que même les Tzadikim, ils font des erreurs. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Il n'y a pas d'homme qui vient sur terre ici qui ne faute pas, même tout grand qu'il est. Même le grand Rabbi Eliezer Agadol, tu as fait des avérotes. C'est tout. Il a dit quelque chose, Rabbi Eliezer, après ça. Il n'a rien dit. Tu as raison, Rabbi Akiva. C'est toujours ce que je t'ai enseigné dans ta vie. Donc tu peux être le plus grand, le plus Talmid Chacham, le plus Gadol, etc. Mais tu fais des bêtises. Et des bêtises d'Egdolim, eh ben nous, on vient dedans et on apprend. Seulement, Chachamim disent, fais-le avec kavod. Fais-le avec kavod pour ces tzadikim-là. N'oublie pas que c'est des shivatim. N'oublie pas que c'est des gdolim. N'oublie pas que c'est des tzadikim. C'est l'ascendant de toutes les tribus du Ham Israël. N'oublie jamais ce principe-là. Après, une fois que tu as ça en tête, tu peux rentrer. Ils avaient tel maassé, ils ont fait ça, ils n'auraient pas dû faire ça. Pas de problème, tu rentres dedans. Mais n'oublie pas jamais l'axiome de départ. Alors maintenant, on nous dit comme ça. On nous dit, comme on l'a dit au départ, que les frères, ils ont vu que quoi? Que Yaakov Avinu, il aimait Yosef. Ahav et Yosef, Mikol Echav. Il aimait Yosef plus que parmi ses frères. Le plus lui parmi ses frères. Et après, on nous dit quoi? Il ne pouvait plus lui parler avec Shalom. Et la Torah nous dit, Vaisneu Oto, ils ont commencé à le haïr. Et après, on nous dit que le deuxième rêve, qu'est-ce qu'il a entraîné là-bas? Vaikane Ubo, Vaikane Ubo Echav, ils ont commencé à avoir de la kina envers les frères. Alors, Chachamim, ils disent, en réalité, il faut que tu comprennes quelque chose ici. Est-ce que le jugement des frères, il est bon? Est-ce que le jugement des frères qu'ils ont fait envers Yosef, est-ce que déjà, Alpi Torah, est-ce que c'est vrai que c'est ça? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que si maintenant un Dayan d'aujourd'hui, il vient, il analyse toute la Souga, et il arrive à la même maskana que oui, il est Rodef? Déjà, c'est important ça. Parce que la question, elle est déjà aussi de savoir, est-ce qu'ils se sont trompés ou pas trompés dans le din? D'accord? Tous les poskim sont d'accord que les frères ne se sont absolument pas trompés. D'accord? Le din, il est émet, le din, il est bon, et les 9 frères, ils ont raison. D'accord? Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Où ça foire? Chachamim me dit, c'est très simple. La Torah, elle t'a dit au début où ça foire. C'est quoi? C'est qu'au début, il y a marqué, Vayisneu oto, Vayikanu bo echav. C'est qu'à partir du moment où tu as un ressentiment envers quelqu'un, comment tu peux te déterminer apte à le juger? Même si le din, il est bon, Al Pitora, c'est émet. Mais au point de départ, tu n'as pas un différent avec lui? Si, j'ai un différent avec lui. Eh bien, ça tombe bien que je sois son Dayan. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Le juge, il est là, il voit le coupable arriver, il voit que c'est son voisin qui lui a brûlé sa maison 2 ans avant. Il n'a rien payé. C'est bien. Il vient pour une autre affaire. C'est bien. Tu peux juger celui-là? Ouais, je peux le juger, sans problème. Alpi Torah, monsieur, dans votre affaire, vous êtes coupable. Et Dayan, il me regarde. Alpi Torah, c'est vrai. Nickel, le din, il est bon. Mais vous n'êtes pas Dayan c'était pas avec vous l'affaire il y a 2 ans, avec lui, etc. Qui? Ken? Et alors, aucun rapport entre les deux. Ah non, monsieur, il y a un problème ici. Pourquoi il y a un problème ici? Parce que il y a une connexion là entre vous et lui. Normalement, il faudrait qu'il n'y ait aucune connexion de départ, au point de départ, entre le Dayan et le coupable. Pour pouvoir juger. Pas pour pouvoir juger al pied-émet. Al pied-émet, tu peux le faire. C'est des cases. Vous comprenez que la halakha, c'est bataille navale. C'est bataille navale, la halakha. Il vient, il dit ça, lui il dit comme ça, argument comme ça, lui il dit comme ça, il regarde dans la case, coupable. Il n'y a rien de compliqué. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Voilà, j'ai fait ce que tout le monde aurait fait. Tu prends un autre Dayan, extérieur à l'histoire, qu'est-ce qu'elle dit sur Yosef? Rodef. Alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Le din, il est bon. Hachem, il est en train de nous dire, vous comprenez pas? C'est pas le din mon problème, c'est les dayanim. Mon problème, c'est pas le jugement en lui-même.
Mon problème, c'est pas d'avoir vendu Yosef ou de ne pas avoir voulu le tuer. La preuve, Chachamim, ils disent. Quand les Chachamim, les Shvatim, ils étaient 9, il manquait un 10e. On lui dit dans le Midrash, qui s'est associé à eux pour faire 10? Hachem, il est venu. Alors, je comprends pas. Alors, Hachem, il est d'accord avec le din? Ken, le din, il est bon. Le din, il n'y a pas de problème. Moi, pour le din, je m'associe. Mais vous, les Dayanim, vous vous êtes pas demandé si vous étiez apte à juger ou pas. En réalité, le psoul, il n'est pas dans le din. Il est dans les Dayanim. C'est vous le psoul en réalité. Ça veut dire qu'au point de départ, déjà, c'était faussé. Déjà, c'était biaisé. Et la Torah nous l'annonce déjà avant. Avant l'histoire de Yosef, qui l'ont vendu, machin, etc. La Torah, dès le départ, elle va nous dire, elle va mettre le doigt sur, voilà d'où part le problème. C'est quoi? Ils l'ont haï et ils l'ont pris en jalousie. Rav Israël Salanter, il dit comme ça. Il dit, comment ça s'appelle ça? La jalousie, la sina, c'est quoi? C'est les midotes. C'est les midotes de quelqu'un. Rav Israël Salanter, il dit, ces midotes-là, en réalité, comment on les appelle dans les Baal et Moussar? C'est des shochad. C'est quoi un shochad? Un shochad, c'est quoi? C'est un pot de vin. C'est un bien corrupteur qu'on donne à un juge. Oui ou non? Normalement, c'est quoi le juge? On lui dit de ne pas accepter quoi comme bien corrupteur? L'argent, des cadeaux, etc. C'est ça le shochad qu'on voit. Hein, comme on voit dans la paracha de Shoftim. La paracha sur les juges. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Un shochad, qu'est-ce qu'il fait? Me'aver. Hein? Me'aver, pardon. Quoi? Ene chachamim, disalef, divrei, tzadikim. À qui elle parle? À quel type de juge? À quel type de juge? Le nul du quartier qui vient d'avoir son diplôme? À qui elle parle? À qui elle parle? Ene chachamim, disalek, divrei, tzadikim. À qui elle parle? Elle parle pas d'un petit juge de quartier. Elle parle du Gadol Hador. Et elle te dit quoi, Gadol Hador? Monsieur Gadol Hador, tu peux être hacham, tu peux être sadique, tu peux être le plus grand de la génération. Il faut que tu saches quelque chose. Le shohad, mais aver divrei chachamim. C'est tout. Il aveugle, il aveugle les yeux des chachamim. Visalef divrei tzadikim. Visalef, il fausse les paroles des tzadikim. C'est un faussaire en réalité. Mais à qui on parle? Tzadikim, comment elle l'appelle la paracha? Tzadikim. Chachamim, elle ne dit pas Dayanim, il aveugle les yeux des Dayanim, ou alors il empêche les belles paroles des Dayanim. Elle n'a pas dit Dayanim, elle a dit quoi? Tzadikim. Chachamim, c'est des Gdolim à qui on parle. Même lui, même le Chacham, même le Tzadik, s'il a un shochad dans la main, c'est terminé. Même si le jugement il est bon, toi tu es devenu pas soul dans le jugement. Vous comprenez? C'est-à-dire que des fois, vous savez comment ça s'appelle ça en français? C'est des vices de forme. Ça veut dire quoi? Le jugement il est bon, il doit être condamné. Mais on a trouvé un vice de forme au départ. Qu'est-ce qu'il fait le vice de forme? Il casse le jugement, mais pourtant, il est coupable toujours. Ouais, mais le vice de forme, il fait que le jugement il saute. C'est comme ça. Mais c'est pareil dans la Torah. Et où est le vice de forme? Dans le Dayan. Si le Dayan il a un vice, même si le jugement il est bon, le jugement il doit s'arrêter. Chachamim ils disent qu'Akadosh Baruch Hu, les frères, ils auraient dû se dire, est-ce qu'on est apte à juger Yosef? Le jugement il est bon, mais est-ce qu'on est apte à le juger? Ils auraient dû dire non, on n'est pas apte à le juger. Pourquoi? Parce qu'on le haine, on a de la haine contre lui, parce qu'on a de la jalousie contre lui. Donc c'est fini, on s'arrête. Et qu'on laisse quelqu'un d'autre juger, et peut-être qu'il aura le même jugement que nous. On n'a qu'à l'amener vers un autre Beddin, qui, Yaakov, Tzrak, peu importe, j'en sais rien. Ouais. Et puis là-bas, Tzrak n'était plus là. Mais ça veut dire qu'on aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Il y avait des Gdolim, il y avait Yaakov. Pourquoi nous, on va se mettre dedans? On ne peut plus se mettre dedans. Nous, on n'est pas sous la dîne. Rav Israël Salanter, il dit le shochad ultime d'un homme, c'est quoi? C'est ses midot. Non, Rav Israël Salanter, je dis. Non, Rav Israël Salanter. Non, c'est pas Rav Israël. Non, Rav Israël Salanter, c'est un autre. Baal Moussa, dans le 17e. Non, pas du tout. Rav Israël Salanter. Achamim, ils disent quoi? Que le shochad financier, le shochad des cadeaux, ça, des fois, le juge, il arrive un peu, des fois. Les midot, c'est toi-même. Le dayan, tu t'en rends pas compte. Tu te rends pas compte que tu as de la haine envers lui, de la jalousie envers lui, et que c'est ça, en réalité, qui a été le moteur de la manière dont tu as jugé la personne qui est en face de toi. Alors, maintenant, nous, il faut répondre à une question. C'est la question qu'on a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, des fois, j'ai da'at Torah. Ouais, dans une situation. Maintenant, de la vie de tous les jours. On va sortir un peu de Yosef, etc. Il faut savoir, nous, aujourd'hui, on n'a pas de frère à vendre. Hein. À moins que vous ayez un frère à vendre. On n'en a pas. D'accord, hein? Donc, si maintenant, j'ai da'at Torah, je suis dans une situation. J'ai une décision à prendre. D'accord? J'ai une décision à prendre. Et j'ai raison dans ce que je dis. Voilà, j'ai raison.
Je comprends pas. J'ai raison. Et toi, tu me dis que même quand j'ai raison, s'il y a une midara'a au départ, alors je ne suis pas en capacité de prendre la décision. Mais moi, je comprends pas. Normalement, la midara'a, elle est mauvaise si elle me fait prendre des mauvaises décisions. Oui ou non? Là, je m'arrête. Là, je comprends. Là, je comprends. On me dit, arrête-toi, la midara'a, elle va te flinguer. Mais si tu me dis, là, il y a une midara'a au départ, et moi, maintenant, j'arrive à trouver la bonne décision. Laisse-moi tranquille. Si j'ai raison, quel est le problème? Hein? Qu'est-ce qu'ils disent les Baal et Moussa? Non, ça marche pas. Ça veut dire que quand tu fais une discussion avec ta femme, c'est pas parce que tu dis, mais j'ai raison, que tu es persuadé d'avoir raison, d'avoir le bon raisonnement, que tu as le droit de prendre la décision. Parce qu'au point de départ, si le moteur de ta discussion c'était je m'énerve, Kaas, Gaava, Kin'a, etc., qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Mais tu n'es pas apte à juger, tu n'es pas un bon Dayan, donc tais-toi déjà. Déjà, tu es hors concours. D'abord, tu dois travailler sur tes midotes, et ensuite, tu viens prendre la décision. Mais si ta mida au départ, elle est mauvaise, même si la décision, elle est bonne, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Moi, je me sépare de lui. Moi, il ne m'intéresse pas. Ah ouais, avec la femme, c'est un très mauvais exemple. La femme, elle a toujours raison. Qui a toujours raison? La femme ou l'homme? Elle a toujours raison. Elle a toujours raison. Si tu dis que toi, tu as raison, déjà, c'est un problème. Parce que déjà, quand tu dis tu as raison, elle dit toi, j'ai raison. Est-ce que j'ai raison? Raison marocaine. C'est parce que c'est enregistré. Alors, ouais. Avant 70 ou après 70? Après, il va l'envoyer à sa femme, comme ça, il est yotzei des Chova pour aujourd'hui. Ah, voilà, bon Shabbat, Shalom Bayit, etc. Regarde ce que j'ai dit dans le chiot, regarde, j'ai parlé de toi. Alors, Chachamim, ils demandent, et ils disent, comme je vous l'ai dit il y a une seconde, les frères, ils auraient dû s'arrêter. Ils auraient dû se dire, il y a quelqu'un qui est plus apte à juger par rapport à nous, c'est qui? C'est Yaakov. C'est Yaakov qui doit juger Yosef. Peut-être qu'ils auraient... Alors, il a de l'amour. Alors, voilà, Chachamim, ils disent, voilà, justement. Quelle est la tochacha qu'on va pouvoir faire aux frères? Parce que vous savez que les frères, pendant 20 ans, c'est marqué que tous les ans, ils ont refait le jugement. Pendant 20 ans. Pour être sûr de savoir, attends, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur ici, pas une erreur ici, pas une erreur ici, pendant 20 ans. Et le Midrash dit que pendant 20 ans, ils sont arrivés à la maskana de quoi? Ou Rodef. Après, ils ont eu de la peine qui a commencé à monter parce qu'il y a eu la peine du frère, etc. Mais le din en lui-même, ils ont dit, non, on revient 20 ans en arrière, on refait la même chose. Pendant 20 ans comme ça. Quand ils vont arriver devant Yosef, il y a eu le dévoilement de Yosef, machin, bon, toute l'histoire que vous connaissez. Yosef, il va leur faire la Tochacha. Et c'est là où il y aura marqué dans la Torah que les frères, ils vont paniquer, ils vont être blêmes. C'est marqué là-bas dans le Midrash. La Neshama, même des frères, elle va partir. C'est Hachem qui va la remettre. Triatametim à ce moment-là. Tellement, il va les fracasser avec une phrase. Et la phrase de Yosef, c'est quoi? C'est la Tochacha de départ. Yosef ne leur a jamais remis en question, vous savez que Yosef ne les a jamais remis en question sur la vente ou sur le fait de vouloir le tuer. Jamais il leur a dit pourquoi. Yosef ne leur a jamais dit. Parce qu'Al-Pitora, c'est bon. Donc même Yosef, qui est la victime dans l'histoire, même lui, il sait que les frères, ils ont jugé Al-Pitora. Et que le jugement, il est bon. Vous auriez dû me tuer. Vous aviez bien fait de me... C'est exactement ça qu'il fallait faire. Et vous avez oublié un principe. C'est quoi? C'est que vous n'étiez pas apte à me juger. Et Yosef va leur dire comment? Ani Yosef, asher mechartem bemitzrayim. Je suis Yosef que vous avez vendu en Égypte. Et quoi? Aod avichai? Est-ce que mon père est encore en vie? Pourquoi il dit ça? Et c'est marqué là-bas, Nivalou Mipana. Ils étaient complètement pétrifiés, les frères. Pourquoi? Parce que Yosef est en train de leur dire, est-ce que vous avez... Pas le problème de ça, c'est un autre moussa. Chachamim me disent, est-ce que papa, au moment du jugement, il n'était pas vivant? Est-ce que vous n'auriez pas dû aller demander d'abord à Yaakov pour savoir si lui, il devait juger ou pas? C'est ça qu'il leur dit, Yosef. Et les frères... Hein? Pourquoi pas? C'est marqué, Avraham Avinu, il a pris Ishmaël, Megaresh. Il l'a renvoyé, il a donné même pas une gourde d'eau, c'est marqué, même pas pour 1 heure. Va mourir dans le désert. Et Avraham, il n'est pas Nogé Abadava? Alors, les frères, c'est pas grave, mais... Hein? Mais quand tu es Nogé Abadava avec une Midara'a, c'est ça le problème. Seulement la paracha au départ, pourquoi elle vient nous dire Aval Israël, Ha'av et Yosef, Mikol Echav? Mais lui, il aimait Yosef. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu me dis ça dans la paracha? Mais Yaakov, il aimait Yosef. Pour te dire qu'en réalité, entre les frères qui n'aiment pas Yosef et Yaakov qui aime Yosef, qui est le bon Dayan? Qui est le meilleur Dayan? Hein? Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est Yaakov. S'il est d'accord avec le jugement. Qui? Yosef. Ouais.
Ben, il aura jamais reproché. Non, il aurait dû les remercier. Parce que si en réalité c'était fait juger par des vrais Dayanim, Ouais, il aurait eu. Chayav Mita, il serait mort vraiment. Ou alors, Là, non, peut-être ça aurait été le même processus. Non, parce que finalement, ils l'ont jeté, ils l'ont vendu parce qu'ils avaient un regesh. Et oui, ils l'ont mis dans le pieu. Okay. Mais ça veut dire, si vraiment ils pensaient que le jugement c'était ça, ouais. Moi je les aurais remerciés. Parce alors que tu dis, finalement. Si mais tu comprends que la vente, c'est un concours de circonstances. Les frères, ils n'avaient pas décidé de faire ça. C'est un concours de circonstances quand on va dans la paracha. Eux, ils auraient voulu le tuer en réalité, Yosef. Quand ils sont revenus dans le puits et qu'ils l'ont pu trouver. Voilà, normalement dans le puits, ils auraient pu le trouver. Quand ils l'ont pu trouver, ils se sont dit quoi? Il est mort, dirait Bichlal. Et quand ils ont vu qu'il est mort, ils se sont dit c'est bien, tant mieux qu'il soit mort. Voilà, tant mieux. C'est à ça qu'on voulait arriver. Après, il y a eu un concours de circonstances, Kadosh Baruch Hu, il est intervenu pour sauver Yosef. Ça, c'est Hachem qui s'arrange avec lui. Mais en réalité, les frères, c'est ce qu'ils voulaient faire. C'est ce qu'ils voulaient faire. Hachem leur a enlevé de la main, mais c'est ce qu'ils voulaient faire en réalité. Donc le jugement, Yosef leur dit le jugement, Kol Touv Yafé. J'ai rien à dire sur le jugement. J'ai mal parlé sur vous. Je suis jugé comme Rodef. Il fallait me tuer, il fallait me mettre dans le puits. Tout ce que vous avez fait, tout ça, c'est parfait. Mais vous étiez des Dayanim qui n'étaient pas aptes à me juger. Vous aviez un psoul. C'est quoi le psoul? Le psoul, c'est que vous aviez déjà un ressentiment envers moi. Vous aviez déjà une mauvaise mida qui était envers moi. Ça, Chachamim disent, ça disqualifie un jugement, un juge. Maintenant, on le dit comme ça. Alors, c'est quoi le danger? J'y suis. Voilà. J'y suis. Déjà, ça nous apprend quoi ici, première chose? Ça nous apprend qu'un homme, déjà, ne peut pas se juger soi-même. Pourquoi? Parce qu'un homme, il est très proche de lui-même. D'accord? Il a toujours tendance à faire quoi avec lui? À se trouver des circonstances atténuantes, à se trouver un truc indulgent, etc. Mais en fait, j'ai raison, mais en fait, c'est normal, etc. Donc, on a toujours besoin déjà d'une personne extérieure. Quand on a des décisions à prendre, qu'est-ce qu'il faut absolument ne pas faire? Essayer de prendre la décision tout seul. Quand on a des décisions à faire dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander aux autres, parce que les autres, ils vont avoir un autre regard. Maintenant, de quel autre on parle? On parle de quelqu'un qui n'a pas honte ou qui n'a pas peur de te faire des tochachot, qui n'a pas honte, qui n'a pas peur de te faire des remontrances. Mais avec comment? Avec quoi? Comment il dit le Zohar? Behahava, benahat. Quelqu'un qui a de l'amour envers toi. Quelqu'un qui sait te réprimander, mais qui le fait behahava. Pourquoi? Parce qu'on nous dit comme ça. Si maintenant tu choisis une personne qui a de la haine envers toi, mais toi tu le sais pas, et tu lui demandes des conseils, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va te critiquer. Non, il va te critiquer. Il va te faire des tochachot. On va dire voilà, c'est bien, j'ai besoin que quelqu'un me remette un peu en place. Seulement, cette personne-là, elle le fait comment? Pour des mauvaises raisons. Elle le fait parce qu'elle veut te rabaisser, parce qu'elle veut te diminuer, parce qu'elle a de la jalousie envers toi. Donc elle en profite. Elle profite de ce moment-là pour en rajouter et pour te détruire. Après, même ils disent, c'est pas le bon celui-là qu'il faut faire. Oui, non, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Il faut prendre quelqu'un qui au départ, il a de la bienveillance envers toi. Il a de la proximité avec toi. Tu sais qu'il t'aime. Mais il n'hésite pas à quoi? À te faire une tochacha. Ils vont dire, il n'y en a pas 36 des gens comme ça autour de toi. Il va y avoir tes parents, il va y avoir ta femme ou ton mari, il va y avoir peut-être un très bon ami, mais encore une fois, l'ami, ça commence déjà à devenir très difficile. Pourquoi? Parce que l'ami, il y a toujours il y a toujours un peu de jalousie, un peu d'intérêt. Peut-être je vais lui dire ça et comme ça va le casser pendant 2-3 jours. Il va arrêter de me saouler pendant 2-3 jours, même si je l'aime bien, même si c'est mon pote, etc. Je vais en profiter. Donc, c'est pas génial. La femme, Chachamim dit, c'est ça le Ezer Kenegdo de la femme. Hachem, quand il t'a mis une femme, c'est pour faire quoi? C'est quelqu'un qui va t'aimer, quelqu'un qui va être ishtoké goufo, qui va être comme toi, mais qu'une fois que tu fais des bêtises, qu'est-ce qu'elle va te dire? C'est un âne. Voilà. Ça, non, c'est n'importe quoi. Et là, en fait, tu es un orgueilleux. Et là, tu es un radin. Et là, tu es un balcasse. Tu t'énerves pour rien. Et là, tu es un fou, etc. Mais dis-moi, tu es avec moi ou tu es contre moi? Je suis avec toi. Ah, bah, la vérité, ça se voit pas. Avec tout le nombre de critiques que tu fais toute la journée. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil? Ça, c'est pas un ami. Ça, c'est pas quelqu'un qui va te rendre service. C'est quelqu'un qui te fait toujours oui, bravo, oui, super, oui, tu as raison, oui, tu es le meilleur. Ça sert à rien. C'est marqué Rabbi Yohanan. Il avait sa chavruta, ses Resh Lakish. D'accord? Ils ont étudié ensemble pendant 20 ans, 30 ans. D'accord? Magnifique.
À chaque fois que l'un y parlait, l'autre disait, je suis pas d'accord. Voilà, Rabbi Hanan Resh Lakish, c'est que ça. Donc toute la Gemara, c'est que ça. D'accord? Un, Amar Zé, Amar le contraire. Voilà, prenez la Gemara, c'est simple. Rabbi Hanan Resh Lakish, c'est que comme ça. Tu peux te dire à un moment donné comment ils ont étudié pendant 40 ans ensemble. Au bout d'un moment, au niveau du cœur, c'est insupportable. Tu dis A, tu dis Z. Sans arrêt, toutes tes discussions. Tu vois, il n'y a jamais marqué Tarvaï ou. Et les deux, ils sont d'accord. Peut-être quelque part dans le chat. En tout cas, le rove des discussions de Rabbi Hanan et Resh Lakish, c'est que ça. Au bout d'un moment, on dit, bon, je passe l'histoire, Resh Lakish, il est niftar. D'accord? Il est niftar. Rabbi Hanan, il s'est retrouvé orphelin. Il s'est retrouvé tout seul. Il a commencé à déprimer. Il venait plus au Beth Midrash. Il commençait à pleurer. Les Dayanim ont dit, les Chachamim ont dit, c'est Chava, le pauvre Rabbi Hanan, etc. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis, les Chachamim. Ils ont dit, on va lui envoyer le meilleur de la yeshiva pour étudier avec lui. Pour comme ça, il a au moins quelqu'un pour étudier. Il va pas rester comme ça sans rien. Alors, ils ont choisi, etc. Ils ont pris c'était une bombe. Le futur gadolador de la génération. Je me suis dit, c'est bien. Ils l'ont envoyé là-bas. Au bout d'une journée, il a passé avec lui. Ouais, il l'a renvoyé. Il est retourné au Beth Midrash. Il est revenu comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, il m'a viré. Pourquoi il m'a viré? Je sais pas, je comprends pas. Ils ont été voir Rabbi Hanan. Ils disent, Rabbi Hanan, pourquoi tu as viré ce Rabbi? C'est le nom. Gadol, pourquoi tu le prends pas? Je vais vous expliquer. Il dit, quand moi je disais quelque chose à Resh Lakish, quand j'étudiais une Touga, et je lui donnais un avis, Amar Rabbi Hanan, tac. Resh Lakish, il se levait, et il me donnait 24 tiroutim, 24 réponses pour me contrer ce que j'étais en train de dire. 24 preuves. Je parle, 24 preuves pour me dire le contraire. Et, des preuves bien faites, quoi. Pas n'importe quoi. J'étais obligé de chercher des trucs, et c'était un combat avec Resh Lakish. Celui que vous m'avez amené là, celui-là. Je me suis levé, j'ai dit Amar, il a parlé, qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre? Il s'est levé, il m'a donné 24 preuves pour me dire que ce que je disais avait raison. Je disais, quoi ça sert? Comme ça, il se lève. Oui, ça, magnifique ce qu'il dit le Rav. D'ailleurs, c'est marqué là-bas, et d'ailleurs, c'est marqué là-bas, et d'ailleurs, ça, c'est marqué là, et d'ailleurs, là, c'est là, et la preuve, elle est là-bas. Pourquoi ça me sert? Ça me sert à rien, ça. Ça me fait pas avancer. Alors, qu'est-ce qui te fait avancer? Quelqu'un qui va t'opposer. Quelqu'un qui va te montrer du répondant en face de toi. Mais quelqu'un qui te dit toujours que tu as raison, toujours que tu es bien, toujours que tu es beau, mais il ne te fait pas progresser, celui-là. Donc, il faut trouver quelqu'un qui a quoi? Qui a de la bienveillance envers toi, qui a de l'amour envers toi, mais qui n'hésitera pas à quoi? À taper du poing sur la table quand ça marche pas, et à te dire quand ça ira pas. Achamim, ils disent, dans la situation des frères, le meilleur qui était capable de faire ça, c'était qui? Yaakov Avinu. Pourquoi? Av, Yosef, Mikol et Chav. Parce que la Torah, elle a dit, lui, il a de la bienveillance envers Yosef. Et lui, c'est qui? C'est le père de Yosef. Est-ce qu'un papa, il va pas réprimander son enfant? C'est marqué, est-ce que Yosef, peut-être Yaakov, c'est un papa un peu halash. Peut-être c'est un papa un papa poule. Ouais. Il n'ose pas faire des remontrances quand ça va pas, etc. Ah bon? Prends Parashat Vayechi. Qu'est-ce qui s'est passé dans Vayechi? Hein? Reuven Iron, toi, tu es un Aspanim, tu es un effronté. Shimon, tu es un fou. Lévi, tu es un Baal Hamas, tu aimes la violence. Ils les a tous fracassés, même tellement ils les a fracassés. Quand il s'est arrivé à Yehuda, c'est marqué Yehuda, il s'est reculé. Il a dit, bon papa, la vérité, les brachot, je pense que je vais passer mon tour. Je vais laisser tomber, c'est pas grave, laisse-moi. Après, il a dit, non, toi, j'ai rien à dire. Bravo, toi, tu peux avancer. Ça va, tu peux venir. Mais on voit là-bas que quoi? Yaakov Avinu, il se laisse pas faire. Si t'as la tête bornée, s'il faut te mettre une tarte, je te mets une tarte, y a pas de problème. Hachamim, ils disent, les frères, ils ont vu Yaakov comme quelqu'un, non, voilà, il laisse tout passer. Comme on le voit un peu dans la paracha au début. On a l'impression que c'est ça. Shamar et Adava, il garde la chose, il dit rien, etc. Mais parce que lui, il sait que c'est le roi Hakodesh. Lui, il voit derrière. Donc, normalement, les frères, ils auraient dû faire confiance à quoi? À la Dayanout de Yaakov. Yaakov, il est en train de faire un jugement, là, à ce moment-là. Il est en train de faire le Dayan. Seulement, ils n'ont pas accepté ce Dayan-là. Ils l'ont mis de côté. Ils se sont mis, eux, en tant que Dayanim. Seulement, eux, c'est des Dayanim qui ont de la Kin'a, qui ont de la Sin'a. Ils sont psauls dans le din. Le vrai jugement, le vrai juge, en réalité, qui aurait dû juger les frères, c'est Yaakov. Et c'est ce que Yosef leur dit après 20 ans. Aod Avichai, est-ce que mon père, il est en vie? Est-ce que vous avez pensé une seconde qu'en réalité, le bon Dayan, c'était Yaakov? C'était notre père? C'est pas vous, en réalité. Rav Israël Salanter, il dit comme ça, 90% des décisions qu'on prend, elles sont faussées par nos midotes. Ça veut dire que dans 90% des cas, on se plante dans les décisions qu'on prend. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas apte à décider, parce qu'on n'a pas travaillé sur nos midotes. Les midotes raot, elles sont là, on essaie de juger avec, et 90% du temps, du coup, on prend des décisions qui sont fausses. On prend des décisions qui sont faussées. Et on croit que c'est bien, mais en fait, c'est faux.
Et Rachamim me disent, bon, des fois ça marche. Des fois on voit que ça marche. Il y a 10% de nos décisions qui marchent. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yisrael Salenter? Non, là. Oui, Yisrael Salenter, il dit comme ça. Les 10% quand ça marche, c'est Siyata Dishmaya. Hachem, il t'a fait une tova. Dans ces cas-là, il est venu, il a mis un peu sa main, etc. Bon, ça s'est bien passé. Mais ne crois pas que c'est grâce à toi. Hein. Ne crois pas que c'est grâce à ta décision. C'est une tova qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait à son droit. Mais normalement, c'est quoi? Normalement, tu plonges. Le Mesilat Yesharim, il dit que ce monde-là, c'est un monde où le rov, c'est des mircholim. C'est un monde où la majorité, c'est quoi? C'est des embûches. La majorité, tu trébuches. Dans toutes les décisions que tu vas prendre. Dans le choix d'une épouse, dans le choix d'un mari, dans le choix de là où habiter, dans le choix d'un travail. Toutes les décisions que tu prends et en réalité, tout ce que tu fais depuis 30, 20, 40, 50 ans, tout est faussé, il dit le Rav Sassaner. À cause de quoi? Parce qu'au point de départ de toutes tes décisions, il y avait une midara que tu n'as pas travaillé. Il y avait de la kina, il y avait de l'intérêt, il y avait peut-être Tarvat Mamon, peut-être c'était l'argent qui t'a attiré, etc. Donc en réalité, toutes les décisions que tu prends, toi tu crois que tu fais des bons plans, et donc ça c'est mieux, et donc ça c'est bien, etc. Mais en réalité, tout est par rapport à toi, tout est par rapport à tes intérêts. Donc toi tu crois que ça marche, mais en réalité ça marche pas. Alors Chachamim me demande, il dit, alors comment on fait? Alors comment on fait? Parce que moi j'ai pas le temps de travailler mes midot raot à chaque décision. Voilà, il y a des décisions, on en prend une dizaine par jour. Alors comment je fais? Pour travailler une mida, il dit Rav Yisrael Salenter, il faut une vie entière. Alors quoi, je prends une corde, je le tue alors. Non. Après, il me dit, c'est très simple. À chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il faut que tu en réfères à quelqu'un. C'est tout. Donc, quand c'est dans la sphère privée, tu demandes à ta femme, ou à tes parents, ou quand c'est un peu plus dans le travail, etc., tu demandes à quelqu'un qui s'y connaît dans le même travail, etc. Pourquoi tu as besoin de ça? Parce que tu as besoin d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui n'est pas toi-même, et qui ne va pas se fausser dans la décision que tu as à prendre. Parce que toi, en fait, quand tu vas mettre les arguments sur la table, tu vas mettre que les arguments qui t'intéressent, que les arguments qui t'arrangent. Là, j'ai un meilleur salaire, là, j'ai... Attends, mais avant de parler salaire, machin, etc. Peut-être ton ami, peut-être, il va te dire, et t'as pensé à ça? Ouais, la vérité, j'avais pensé à ça, mais je ne l'ai pas mis dans mes arguments. Pourquoi? C'est un argument qui est important, ça. Et celui-là, il t'embête. Pourquoi lui, il le voit et toi, tu ne le vois pas? C'est pas que toi, tu ne le vois pas. C'est que toi, en réalité, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te ruses toi-même, en réalité. Parce qu'en réalité, la décision, tu l'as déjà prise au départ. Comme tu l'as déjà prise au départ, alors tu mets les arguments sur la table qui vont aller dans le sens de cette décision. Mais ça, c'est une folie en réalité de faire comme ça. Parce que toutes les décisions que tu vas prendre au final, tu vas te prendre un mur à la fin. Donc tu as besoin à chaque fois de quoi? De t'en référer à une autre personne qui va avoir une autre vision, qui va te poser des vraies questions pour faire sortir les vrais arguments du problème. Et une fois que les arguments ils seront sortis, les critères ils seront sortis, tu pourras prendre ta décision convenablement. C'est comme maintenant quelqu'un, un élève, il vient voir un rave, son rave, il dit voilà, rave, est-ce que je peux aller? Je vois une question, voilà, il y a une fête familiale, est-ce que vous m'autorisez à aller à l'anniversaire de mon oncle? C'est bien, l'anniversaire de mon oncle. La vérité, il y a toute la famille, machin, etc. Alors le Rav, il demande, et pourquoi tu veux aller? Bon, c'est mes parents, ils me demandent, et voilà, mais Zaki Boudaven, c'est normal, c'est important. Bon, et quoi d'autre? Non, en plus, la vérité, Rav, là, je vous dis la vérité. Il y aura mon cousin là-bas. Mon cousin, c'est Shiva Intel. On va pouvoir se mettre dans un petit coin comme ça, étudier un petit peu une petite demi-heure, une heure comme ça pendant l'après-midi. Je vais pas passer l'après-midi comme ça, avec à manger des gâteaux, etc. On va essayer d'étudier Torah. En plus, Rav, la vérité, c'est quoi? C'est que là-bas, il va y avoir un minyan. On va faire Mitra Minyan. Si je reste à la maison, je vais faire Mitra Biahid. C'est chaval, c'est dommage. Donc là-bas, j'ai beaucoup à gagner. Kivud Avaim, Mitra Minyan, Limut Torah. C'est bien, non, l'anniversaire de tonton. Dis comme ça, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Dis comme ça. Ok, ça me paraît, c'est bien, le tableau il est bien présenté, c'est magnifique. Seulement, dans le tableau, l'élève, il s'est bien gardé de dire que là-bas sur place, il va y avoir ta cousine avec toutes ses copines qui vont être aussi présentes. Et qu'en fait, le rêve, tu lui as pas dit que tu avais reçu un petit texto 2 jours avant de la copine de ta cousine qui t'a dit ça serait bien qu'on se voit à l'anniversaire de tonton. Hein, parce que moi aussi je vais venir et j'aimerais bien t'y voir, etc. En réalité, c'est ça. L'intérêt, il était là-bas. Il n'était pas dans Minra ou dans Torah ou dans les trucs, etc., ou dans Kibud Avaim. Il était là-bas. Mais ça, tu t'es bien gardé de le dire au moment de l'argumentaire. Khamis, qu'est-ce que tu fais là en réalité? Tu te ruses toi-même. Dis les vrais arguments. Mets tout sur la table. Dis la vérité. Et après, le ravi décidera. Mais ne cache pas des choses. N'essaye pas comme ça de truander. Hein? Il y a un élève un jour comme ça, il est parti voir Rafshar. Rafshar, il avait une chéla. Alors, qui lui a envoyé voir Rafshar? Son Rosh Yeshiva, il lui a dit voilà, il voulait lui poser la question. Il a dit écoute, la question est un peu dure, va voir Rafshar, il va te répondre.
Il va voir Char, il lui pose la question, etc. Truc, machin, il revient. Et le Rav, il était intéressé, il était intéressé de connaître la réponse. Alors le Rosh Yeshiva lui demande alors qu'est-ce qu'il t'a dit Rav Char? Il m'a dit dans mon cas, moi, quand même, moutard. Ah, moutard? Non, quand tu m'as posé moi la question vite fait, quand tu m'as raconté le cas, j'aurais plutôt pensé le contraire. Non, c'est un peu bizarre. Comment tu lui as demandé? Bah, voilà, je lui ai demandé comme ça, comme ça, comme ça. Et là, le Rav, il se rend compte que, ah, comme ça, comme ça, comme ça. Très bien. Tu peux venir avec moi? On peut retourner voir Rav Char. Il le prend avec lui. Il retourne voir Rav Char. Il dit, tu peux reposer la question au Rav Char? Ok, il repose la question comme il l'a posée avant. Et le Rav, il lui dit, et ça, tu lui as dit? Parce que moi, tu m'as dit là-bas, ce matin, là. Ça, tu lui as dit? Ah non, ça, je lui ai pas dit. Rav Char, il commence à pisser les yeux comme ça. Il écoute. Et ça, tu lui as dit? Et ça, tu lui as dit? 2-3 arguments comme ça que, bon, il avait mis un peu sous le tapis. Qu'est-ce qu'il dit Rav Char? Assour. Il est choqué. Moutard, Assour. Rahamim, ils disent, la responsabilité, quand on pose une question, elle n'est pas dans celui qui donne la réponse. Elle est dans celui qui pose la question. Parce que si tu ne sais pas demander, ne t'étonne pas après que le conseil qu'on t'a donné, il n'est pas bon. Mais en réalité, dans la question, tu as déjà orienté la personne qui veut te répondre. Tu veux déjà qu'il ne te réponde pas comme ça et comme ça. N'est-ce pas que j'ai raison que... C'est quoi cette question? N'est-ce pas que j'ai raison que comme ça, tu commences une question? N'est-ce pas que j'ai le droit de... Bah fais ce que tu veux alors. Tu commences la question comme ça. J'ai le droit de... Bah là, tu as le droit. Alors fais ce que tu veux. Tu pars gagnant déjà. Alors qu'est-ce que tu veux chez moi? En fait, tu veux que je te conforte dans ce que tu fais. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Rachamim, ils disent, il te faut quelqu'un en face de toi qui t'aime véritablement et qui soit capable de te regarder dans les yeux en te disant, ce que tu dis est une bêtise. Ce que tu fais, c'est une erreur. Tu n'as pas à réagir comme ça. Souvent, les gens, des fois, ils sont en public comme ça, ils font une action, ils s'énervent. T'as toujours le copain qui dit, ouais, t'avais raison, la vérité, t'as raison. Oh, t'as raison. C'est un ami. Et souvent, quand la personne a fait une bêtise, elle essaie toujours de trouver des gens pour le conforter dans ce qu'il avait fait, comme ça il est tranquille. Hein, c'est des amis ça? C'est pas des amis ça. Un vrai ami, c'est quoi? Chachamim me disent comme ça, comme c'est marqué là-bas. Fais-toi un rave et acquiert un ami. Kané les chachaver, c'est marqué. Kané les chachaver, acquiert un ami. Pourquoi c'est marqué kané les chachaver? Parce qu'un ami en réalité, un vrai ami, c'est quoi? C'est quelqu'un en réalité qui va pas hésiter à te remettre en place. Chachamim me disent rapproche-toi des gens qui ont une facilité envers toi de faire des tochachot. Pas qui te caresse dans le sens du poil toute la journée. Ça, c'est pas un ami. Là, vous êtes en train de vous dire, purée, j'ai pas d'amis alors. Bon, parce que tout le monde est comme ça. Oui, tu as raison, oui, je t'aime, oui, t'es le meilleur, etc. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui va décrocher son téléphone pour rien. Ça va, ouais, ça va, dis-moi. Hier, je t'ai vu faire ça, c'est pas bien. C'est pour ça que tu m'appelles? Il est fou, celui-là. Ben, je te dis parce que voilà, je t'aime bien. Je t'aime bien, je vois que tu te plantes, etc. Genre, tu dis ce que je veux. Après, tu fais ce que tu veux avec ce que j'ai. Mais moi, je te laisserai pas comme ça, croire que tout ce que tu fais, c'est bien. Non, je te dis la vérité. Alors, Rachamim, ils disent maintenant, on a deux lectures. Deux lectures du début de la paracha. Quand tu es ami, vraiment, tu peux aussi avoir quelqu'un de voilà. Quand tu connais pas quelqu'un, tu dis... c'est pour ça que c'est marqué Kaneh lecha chaver. Une fois que tu es devenu l'ami de quelqu'un, hein, ou que ta personne est devenue vraiment ton ami, tu lui fais confiance, et que tu sais qu'il a de la bienveillance envers toi, la vraie ava, la vraie ardoute. Pas avec un petit sentiment d'intérêt contre lui, etc. Mais tu sais que c'est la vraie ardoute. Quand il va te dire une remontrance, tu le prends. Je prends. Ok, je me tais. Razak. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu fais ça parce que c'est pour mon bien. Normalement, deux frères entre eux, c'est ça qu'il doit faire. Un frère et une sœur, c'est comme ça. Des parents et des enfants, c'est comme ça. Parce qu'il y a de l'amour normalement dans la famille. Mais s'il n'y a pas un sentiment d'amour, comme les frères ici, il y a un sentiment de haine qui s'est créé, ou un sentiment de jalousie, comment tu peux venir me dire quelque chose? Deux frères qui se sont toujours jalousés pendant un temps, ou un frère et une sœur qui ont eu que des problèmes pendant un temps, et après la sœur, elle se permet, à tel âge, etc., dire ouais, ce que tu fais, c'est pas bien, etc. Mais là, ça fait 30 ans que tu m'en veux pour ci, pour ça, etc., et maintenant tu viens me dire, c'est pas ma team, c'est pas audible, ça va pas. Montre-moi de l'amour, montre-moi de l'intérêt, montre-moi de la hardoute, etc. avec moi, et après tu vas ouvrir ta porte et tu vas dire, là je suis pas d'accord avec toi, là je t'écoute, j'ai pas de problème. Mais sinon ça marche pas comme ça. Donc pour avoir le droit de réprimander quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut d'abord lui montrer? Un sentiment de hava. Si moi je veux être quelqu'un qui peut réprimander quelqu'un, d'abord je dois lui montrer de la hava. Rachamim me disent pourquoi il y a des problèmes de couple souvent dans ça. Parce qu'un, il critique l'un, l'autre, il critique l'autre, etc. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a une critique, l'autre ne sent pas d'abord un sentiment de hava qui est venu de l'autre. Ça ne vient pas d'un sentiment de hava. Souvent, ça vient d'un sentiment de colère, d'un sentiment de haine, d'un sentiment d'énervement, de jalousie, peu importe. Mais ça vient de là, et la critique, elle est donnée. Mais l'autre, il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas reçue. Parce que la critique, elle est vraie. Mais la critique, elle n'est pas reçue parce qu'au départ, il y avait de la haine, parce qu'au départ, il y avait de l'énervement. Il faut qu'au départ, tu mettes de la hava.
Après, tu balances la critique, tu verras qu'elle sera acceptée. Parce que l'autre, il a confiance dans la critique. Il a confiance dans ce que tu es en train de lui dire. Même si la critique, elle est terrible. Mais il sait que ça vient de Hava. Réhouven, quand il lui a dit t'es un impétueux, t'es un fou, il s'est pas énervé, Réhouven. Il a baissé la tête. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père, Voto, il sait qu'il l'aime. Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est pour son bien. Mais ça, il faut développer d'abord la hardout et la hava pour en faire quelqu'un pour faire ça. Alors maintenant, je vous dis, il y a deux lectures. On va finir sur ça. C'est marqué ici. Israël, Ha'av et Yosef, Mikol Echav. Je vous l'ai lu au départ. D'accord? Israël, Ha'av et Yosef, Mikol Banav. Mikol Banav. Alors, il y a deux lectures. Première lecture, comme nous on l'a lu jusqu'à présent, c'était quoi? C'était qu'on comparait l'amour que Yaakov avait envers Yosef et envers les frères. Et on nous dit que Yaakov, il aimait plus Yosef que les frères. D'accord? A priori, c'est comme ça qu'on le lit. Que Yaakov, il aime plus Yosef et il aime moins les frères. On parle de Yaakov vu nous Bechir à Avot. D'accord? Il a sa tête gravée sur le Kissé à Kavod de Kadosh Baruch. Yaakov a vu nous, il va aimer moins Yehuda que Yosef, moins Lévi que Yosef. C'est de quoi on parle ici. C'est pas de ça qu'on est en train de dire ici. La deuxième lecture, c'est celle-là la vraie. Ha'av Yosef Mikol Banav, c'est une comparaison pas de l'amour de Yaakov envers les frères. C'est une comparaison de qui aime Yosef le plus. Israël Ha'av et Yosef Mikol Banav. Ça veut dire, par rapport à tous les frères, l'amour qu'eux ont envers Yosef, il est moins fort que l'amour que Yaakov il a envers Yosef. Qui aime plus Yosef? Vous ou moi? C'est ça la phrase qu'elle veut dire ici. La Torah vient nous dévoiler ici que les frères, même si on nous parle de Kina, même si on nous parle de Sina, ils aimaient Yosef, c'est leur frère. Ils ont un petit sentiment comme ça qui s'est créé. Mais on ne parle pas d'un sentiment à 100%, on le déteste, c'est notre frère. On l'a vu petit, on l'a vu bébé, on s'est occupé de lui, etc. C'est notre frère. Donc c'est évident, Mamash, que avec Yosef. C'est évident que les frères, ils aiment Yosef. Donc la Torah, elle vient nous dire, bien sûr qu'ils aiment Yosef. Et Yaakov, lui aussi, il aime Yosef. Mais la Torah, elle vient nous dire, mais qui aime Yosef le plus? Av, Yosef, Mikol, Banav, c'est qui? Israël. C'est Yaakov Avinu. Donc qui est plus apte à juger Yosef? Ben, celui qui t'aime le plus. Donc ça veut dire que dans ton entourage, qui est plus apte à te juger? Qui est plus apte à te critiquer? Celui qui t'aime le plus. Voilà. Tu fais une liste comme ça. Tu dis qui c'est qui m'aime le plus? Tu fais une liste comme ça. Qui c'est en haut de la liste normalement? Normalement, c'est ta femme. Oh, ton mari. Après, normalement, c'est tes parents. Des fois, c'est même tes enfants que tu peux mettre dans la liste. Les enfants, ils sont des fois des cavoles. Ils peuvent dire des fois des choses qu'ils voient chez papa ou des fois chez maman. Alors, c'est très difficile parce qu'il y a toute la mise de Kibbutz Alam qui est derrière, etc. Mais des fois, ils peuvent voir des choses pour dire. Des fois, les petits, ils se permettent parce que les petits, ils connaissent pas bien les règles de préséance, de cavole, etc. Ils peuvent te balancer un scud comme ça. Ouais, papa, pourquoi tu t'énerves avec monsieur dans la rue? Tais-toi. Avance. En réalité, qu'est-ce qu'il vient de te faire ici? C'est une tohara. Mais lui, il te le fait quoi pour le petit? Pas pour te tuer, pas pour t'éclater. Il te fait pourquoi? Parce qu'il aime son papa et il comprend pas pourquoi il s'énerve. Donc il te le dit avec innocemment, quoi, avec innocence. Lui, tu dois l'écouter. Même un enfant, c'est marqué, qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Ameler? Chacham, l'omed mikol adam. Chacham, c'est celui qui apprend de tout le monde. Même un petit, même un enfant, il va t'apprendre quelque chose. Parce qu'il est petit, il n'a pas le droit de t'apprendre. Et lui, Bichla, il t'aime beaucoup. Peut-être que c'est l'être qui va t'aimer le plus au monde. Les enfants, ils t'admirent. Donc quand ils sont capables de te dire une phrase qui leur a pas plu, etc., c'est vadaï qu'ils le font avec un sentiment de hava. C'est évident qu'ils le font avec un sentiment de hava. Ils n'ont aucun intérêt à te dire une chose pareille. Donc nous, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas essayer de se cacher des choses à nous-mêmes. Parce que c'est ça la chose la plus terrible. Si tu commences à te cacher des choses à toi-même, alors les décisions que tu vas prendre, elles vont être toujours négatives, toujours faussées. Et même si le jugement il est bon en lui-même, le Dayan il est mauvais. Donc je dois à chaque fois essayer de me référer à quelqu'un à côté de moi. C'est comme ça que je vais grandir dans la vie. C'est comme ça que je vais obtenir des niveaux dans tous les domaines. Dans tous les domaines, j'ai besoin de quelqu'un en face de moi qui va me remettre les idées en place, qui va me remettre un petit peu d'aplomb. Parce que je peux vivre une vie entière, personne ne m'a jamais rien dit, et à bout de 40 ans après, je ne comprends pas pourquoi je suis susceptible, pourquoi dès qu'on me dit quelque chose, ça ne marche pas, etc. Mais c'est normal, tu n'as jamais accepté qu'on te dise quoi que ce soit, on ne peut rien te dire. On peut rien te dire. Rien que je te dis que le verre, il ne fallait pas le mettre là, déjà tu sautes en l'air. Il faut accepter l'idée. Qui c'est qui nous apprend ça? Je vous laisse. Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il nous dit comme ça un jour. Il a fait venir son élève, un de ses élèves, c'est qui? Guy de Dubno. Guy de Dubna, c'était un des élèves du Gaon de Vilna. Il le fait venir. Et le Gaon, il lui dit, écoute, j'ai un très gros problème. Quel est le problème? Je me suis rendu compte que ça fait des années
que personne ne m'a fait de Tochachot. Alors, Gaon il dit, bah, je vais te dire, hein. Quel Tochachot je veux, Gaon de Vilna. Qu'est-ce qu'il dit, Gaon? Fais-moi un Tochacha. C'est l'élève même. Grave, je voulais que je dise, non, ne me faites pas une chose pareille, ne me faites pas. Anime et savez. J'ordonne que tu me fasses tout de suite une Tochacha. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Maguide de Doumno? Il lui a dit, bon, je suis tard, hein. C'est Rav qui me donne l'autorisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme Tochacha au Gaon de Vilna? Il connaissait tout le chasse à 5 ans. Il a cité des Mishnayot par cœur. 5 ans. Il lui dit, quand je vais quitter ce monde, c'est le Maguide de Doumno qui parle, quand je vais quitter ce monde, on va m'amener devant le Beddin. On va me poser des questions. Et il y a une des questions que je redoute. Une des questions que je redoute qu'on va me poser. C'est laquelle? On va me dire, tu étais qui toi? L'élève du Gaon de Vilna? On va me dire ça. Je vais dire oui, je vais répondre oui. J'étais l'élève du Gaon de Vilna. Et là-haut, on va me dire, et pourquoi tu n'as pas atteint le niveau du Gaon de Vilna? Tu es resté comme ça à ton niveau. Il fallait atteindre le niveau de ton Rav, le niveau du Gaon de Vilna. Pourquoi tu n'as pas atteint ce niveau? Mais moi, j'aurais une Tana, je saurais quoi répondre. Vous savez ce que je vais répondre, Rav? Je vais répondre, parce que moi, j'avais pas les kélim du Gaon de Vilna. Moi, j'avais les kélim du Maguide de Doumno. Ouais. Et sur Terre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 100% de mes efforts pour arriver au maximum de quoi? De ce qu'il pouvait faire le Maguide. Voilà. Parce que je ne suis pas le Gaon de Vilna. Donc vous me demandez quelque chose, mais qui en réalité n'est pas dans mes capacités. Donc voilà comment je vais répondre. Je lui dis, mais vous, Rav, quand vous allez monter Bachamaï, qu'on va vous mettre devant le Beddin, et qu'on va vous demander, pourquoi tu n'as pas atteint le niveau du Gaon de Vilna? Ouais. Comment vous allez répondre? Vous ne pouvez pas lui dire au Dayan, j'avais les kélim du Gaon de Vilna et donc je ne suis pas arrivé au niveau du Gaon de Vilna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qui vous dit que vous avez atteint 100% du potentiel des kélim qu'on vous a donnés? Moi, je vois que les kélim qu'on vous a donnés, c'est illimité. Mais peut-être que ce n'était pas encore suffisant pour devenir le vrai Gaon de Vilna qu'on attendait Bachamaï. Comment vous allez répondre? Il dit, le Gaon de Vilna, il a commencé à pleurer. Pleurer pendant des heures comme ça. Des heures sur quoi? Sur la compréhension qu'en réalité, un homme dans la vie, il a besoin de quoi? Il a dit pendant des années, j'ai laissé tomber. Mais en fait, j'avais besoin de ça. Besoin de ça pourquoi? Pour comprendre en réalité qu'est-ce que je devais faire encore je suis encore vivant, non? Je ne vais pas mourir demain. Donc il faut encore que je me batte. Avec quoi? Avec progresser, avancer. Comment on progresse? Comment on progresse? Avec quelqu'un qui vient et qui te dit, là c'est faux, là c'est une erreur, là ça va pas, là il faut t'arranger ci, là il faut t'arranger ça. C'est comme ça que tu fais progresser les gens. Souvent les gens ils demandent, ils disent, Yaakov a vu quand il a réuni ses enfants, ouais, c'est pas des brachot qu'il leur a fait, c'est des tartes. Comment on appelle ça? On appelle ça les brachot de Yaakov Avinu. C'est des brachot, c'est des tartes. Après, ils me disent, mais c'est ça une bracha. Quelqu'un il vient te voir et dit, fais-moi une bracha. Bracha, tzlacha, que tu es, machin, c'est pas une bracha, ça m'en fout ça. Ça sert à rien ça. C'est quoi une vraie bracha à quelqu'un? La vraie bracha à quelqu'un, c'est mettre le doigt sur le problème qu'il a et lui dire, arrange-le comme ça. Comment dire? Ton truc il est tordu. Redresse cette partie-là. Remets les choses comme il faut. Arrange ça, arrange l'éducation de tes enfants, arrange ton shalom bayit, arrange la manière dont tu gères ton argent, arrange ton travail, arrange ton CD, arrange les choses. Arrête de laisser tout comme ça tordu, et en fait, ta vie, elle est tordue, et toi, tu t'es arrangé de ce tordu. Tu es complaisant dans ce tordu. Ouais. Donc toute ta vie, c'est la tour de Pise. Ouais, toute ta vie, elle est comme ça. Ouais. Mais au final, bah, tu marches comme ça. Donc ça va. Ta vie, elle est comme ça. Mais comme tu marches tordu, en fait, comment tu la vois la tour? Bah, tu la vois droite au final. Voilà. C'est ça ton problème. C'est que toute ta vie, elle est tordue. Mais comme tu marches tordu, alors tu vois tout ce qui est bien. Voilà. Mais moi, je te viens et je te dis, regarde maintenant, fais comme ça. Ah ouais. Ouais, finalement, il y a un problème ici. Ouais. Alors quand est-ce que tu vas te le régler? À 30 ans? À 40? À 50? À 60? Quand tu vas le faire? À quel moment? Quand j'aurai le temps. Quel temps? Et c'est maintenant le temps. Et c'est pas à 120 ans, 120 ans, il n'y a plus le temps. D'accord? Donc le temps, c'est maintenant. Rachamim, ils disent, ça, c'est la chose essentielle qu'on peut apprendre des frères. L'étudier, Al-Pipchat, etc., pourquoi ils ont vendu, etc., ça c'est une autre rachat. Qui viendra demain matin, on essaiera de rentrer un peu plus dans les textes, de savoir ce qui s'est passé. Aval Al-Pimoussar, on comprend ici le problème. Le problème ici, il est simple. Midot Raot. Si quelqu'un maintenant il a dit Midot Raot, il y a deux solutions. Ou il passe son temps à aller travailler, c'est très dur, mais il faut le faire.
ou alors quand il a des décisions à prendre, il accepte l'idée qu'il en a. Parce que de croire que tu n'en as pas, alors là, c'est la catastrophe. Alors là, tu te mens sur le truc qu'on t'a dit au départ. Déjà, au moins d'accepter l'idée que tu as des midot raot. Ne crois pas que tu es invincible. Hein. Tu as de la kina, tu as de la tahava, tu as de la gava, tu les as. Donc ne fais pas genre que tu les as pas. Arrête de te décrire comme étant l'être suprême qui a aucune midara, etc. Tout va bien. Donc tu les as. Ça, c'est un axiome de départ. La décision, elle est à prendre, elle est là, tu veux prendre telle décision dans telle ou telle situation, tu dois en référer à quelqu'un. Tu dois demander à des gens autour de toi, des gens qui t'apprécient. Voilà, ta femme, c'est le meilleur élément, tes parents, etc. C'est eux qui vont te dire véritablement, dans telle situation, moi, mon fils, j'aurais plutôt pensé comme ça. Alors après, voilà, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te connais. Moi, je vois, je connais tes qualités. Je connais aussi tes défauts. Je connais aussi tes faiblesses. Je sais dans quoi tu es bon, je sais dans quoi tu n'es pas bon. Hein, c'est comme un enfant, des fois, il dit, voilà, maman, il arrive à 18 ans, je vais faire telles études. Mon fils, en vérité, je t'aime beaucoup. Mais footballeur, quand on fait 40 kilos, bon, c'est pas... Hein, a priori, c'est pas le bon derrière, quoi. Viens, on change un peu de... Non, c'est pas l'idée de le laisser. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus dur du chinour, c'est quoi? D'éduquer un enfant. Alpi d'Arco. D'éduquer un enfant en essayant de cerner ce pourquoi il est fait. Tu vois, un enfant, il a des tendances, etc., de ci, de ça, etc. C'est à toi d'arriver à orienter le chinour vers ce qu'il est le meilleur, vers ce qu'il est le plus bon. Et si maintenant tu vois qu'il commence à faire un hors-piste, il veut s'orienter vers des choses qui ne lui conviennent pas, qui ne vont pas lui convenir, qu'est-ce que tu dois faire? Mon fils, là, je vois, tu fais une bêtise. Pas avec violence, pas avec haine, pas avec méchanceté, pas avec des conflits, etc., comme on le voit des fois malheureusement dans certaines familles, mais avec chokhma, avec intelligence, avec sagesse, etc., d'expliquer. Après, le type, il veut se tromper, bah, toi, tu l'aimes. Souvent, on explique aux enfants que si on confie avec les parents, etc., mais la meilleure personne qui vous aime au monde, à 20 ans, 22 ans, quand vous faites vos choix, c'est vos parents. C'est pas vos amis, c'est pas la rue, etc. C'est pas la télé, c'est pas les copains, etc. Les parents, c'est les meilleures personnes que tu as avec toi pour te dire véritablement ce qui va être bon pour toi. Parce qu'eux, ils te connaissent, ils t'ont vu évoluer, ils savent ce qui va être bon. Quand tu veux leur dire, voilà, je vais marier avec telle personne, voilà, je vais faire tel métier, voilà, je vais. Ah, là, viens, on s'assoit. Viens, je t'explique. Moi, je vois ça, moi, je vois un peu plus loin. Je te connais, je vois que là, tu t'es laissé un petit peu aveuglé par tel et tel argument. Mais regarde cet argument-là, et tu as pensé à celui-là, et tu as pensé à celui-là. Et ces arguments-là, en général, tu ne veux pas les voir. Mais quand les personnes te les exposent avec intelligence, avec finesse, et que tu acceptes la discussion, au bout d'un moment, le cœur, il s'ouvre. Parce que c'est le cœur qui parle. Il faut toujours que ce soit le cœur de l'homme qui parle. Parce que si c'est les nerfs qui parlent, un enfant, il le sait. Un enfant, il le voit, il s'énerve. Comme quand on veut réprimander un enfant. Un enfant, il sait si c'est les nerfs qui parlent ou si c'est le cœur qui parle. Quand tu rentres le soir et que tu es énervé et que tu cries sur tout le monde, etc., peut-être tu as raison. Et c'est les nerfs qui parlent. Donc l'enfant, en fait, peut-être il va exécuter, mais en fait, il n'est pas dans le derrière de ce que tu es en train de dire. Par contre, si c'est la hava qui parle, mes enfants, la vérité, je vous aime tellement, etc. Et s'il vous plaît, faites ça, s'il vous plaît, rangez ici, rangez comme ça, etc. Ça m'embête, vraiment, ça me pose problème, etc. Ils sentent que quoi? Que la fibre qui parle, c'est quoi? C'est la hava. Ne jamais oublier que quand on parle à quelqu'un, c'est la hava qui doit parler. Avec ses amis, ses parents, peu importe. Mais c'est la fibre hava qui doit parler. Si c'est la fibre nerf, si je suis énervé, alors ne dis rien. Ne dis rien. Attends que ça se calme, attends que ça passe, ouais, et tu verras un petit peu plus tard si tu as des choses à dire. Et des fois, souvent, quand on se calme, finalement, on n'a plus rien à dire. C'est passé au final. C'était l'énervement qui avait. À la fois, tu dis, ouais, au final, c'est comme tu veux. Alors que sur le moment, on avait envie de tout casser, etc. On aurait pu faire une guerre atomique pendant 3 semaines. Ouais, et puis après, on laisse. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit. On se dit, bon, pourquoi je vais m'énerver? Pour tel et tel truc, pour 1 heure là-bas, 1 heure de plus ici. C'est pas si important. Bezrat Hashem, qu'on arrive à sortir de ça, que l'homme, il arrête de sortir il essaie de sortir de ses darim, de quoi? Aker et Tatsmo. Un homme, il se connaît lui-même. Ouais, il est très proche de lui-même. Alors comme il est très proche de lui-même, il a besoin d'une personne extérieure qui l'aime beaucoup et qui va lui permettre de le faire progresser. Bezrat Hashem, c'est tout ce que je vous souhaite, tout ce que je nous souhaite, de pouvoir prendre à chaque fois les bonnes décisions, toujours derrière Torah et avec Ava.